C'est la ville du Sud qui, la première, avait élu en 1995 un maire Front National. Toulon et ses 180 000 habitants pourraient de nouveau basculer dans le camp du RN. La candidate issue du parti, Laure Lavalette, est parmi les favorites. C'est 23 au soir. Elle peaufine ce jour-là avec son équipe les détails de ses prochains déplacements. On m'a parlé d'un bar où il y a un peu de monde en face de l'école, je crois. Oui, le bar. Ah oui, en face de Maison Lebrun. Ça vaut le coup d'y passer le matin. On peut aller boire un café. Oui, on peut aller boire un café. Mais... Un sondage la donne en tête au premier tour, mais cela ne suffirait pas au second tour, selon cette enquête. Alors Lavalette garde son optimisme. Les questions étaient très orientées, donc il y a un biais quand même dans ce sondage. Il y a en plus une marge d'erreur de 4-5 points, donc faut le prendre comme un sondage, comme il est. On est très en tête au premier tour, et je pense que c'est aussi la concrétisation de notre action sur le terrain. Sur ces affiches, ni logo, ni slogan du RN, aucune trace du parti. La candidate a fait le choix de faire campagne sur sa personnalité. Elle assume vouloir toucher de nouveaux électeurs. Il fait de doute pour personne que je suis députée du Rassemblement national, mais c'est vrai que je pense vraiment qu'une municipalité, c'est la rencontre d'une personnalité, d'un programme, d'une équipe avec les Toulonnais. Et c'est en voulant montrer vraiment mon envie de rassembler qui nous a permis de partir sans étiquette. Mais cette stratégie ne trompe pas ses adversaires. Je crois que tout le monde a des gens non encartés sur les... Pour José Massy, la maire sortante, elle aussi candidate. Laure Lavalette cherche à se délester de l'image négative laissée par les années FN. On s'en souvient, on a mis 20 ans à redresser les finances de la ville. Donc on n'a pas envie de retour en arrière. Certains diront, oui, mais c'est plus les mêmes, ils ont changé. Ma mère avait une expression très bien sur ça. Elle disait qu'on ne change pas les rayures du zèbre. On peut les ripolliner, à la première pluie, on revoit les rayures. José Massy a remplacé Hubert Falco, l'ancien maire républicain, condamné en 2023 à 5 ans d'inéligibilité. Et a mis du temps à se déclarer alors qu'un candidat également héritier d'Hubert Falco était déjà en lice depuis plusieurs mois. J'ai pas mis du temps à me décider, je savais que j'irais, si vous voulez. Seulement, il y a l'action municipale. Et je ne pouvais pas me permettre de mettre l'action municipale à l'arrêt pendant 9 mois. Une candidature qui ne fait pas les affaires du sénateur LR Michel Bonus, car la droite part divisée. Souffrant ce jour-là, c'est son directeur de campagne qui nous répond. Il craint que la division ne joue en faveur de Laure Lavalette. C'est évident que pour elle, c'est du pain béni, j'allais dire, parce que c'est ce qui, en 95, avait fait gagner le Front National, c'était qu'il y avait eu la division et qu'au deuxième tour, en plus, la gauche s'était maintenue. Donc il y avait une triangulaire qui avait favorisé l'élection du Front National. On ne veut surtout pas revivre cette situation. La candidate de la gauche non plus ne veut pas revivre ça. Au mois de mars prochain, on vote le 15 et le 22 mars. D'accord, ok. Voilà, je suis Magali Brunel, moi je suis élue d'opposition aujourd'hui, dans l'opposition, et là je me présente pour l'élection municipale. Magali Brunel espère un sursaut de l'électorat toulonnais en faveur de son parti, après la gestion catastrophique de la ville par le FN et la condamnation d'Hubert Falco. Moi je trouve que c'est pitoyable pour l'image que l'on donne de Toulon. Les affaires puis la trahison, ça commence à faire beaucoup à droite et je pense que Toulon mérite mieux. Je crois que les Toulonnaises et les Toulonnais ont tourné la page et qu'il serait temps qu'ils se rendent compte que voilà, l'avenir est ailleurs. Magali Brunel n'a pas réussi l'union des gauches avec la France insoumise qui présente sa propre candidate, Isaline Cornil. Et on va en parler avec vous. Bonjour Yves Tréhard, merci beaucoup d'être là, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Elisabeth Martin. Bonjour Ariane. Merci également d'être avec nous, éditorialiste politique. On va revenir sur Toulon, 12e ville de France, vraie cible, voire principale cible du Rassemblement national dans les grandes villes. Avec une vraie chance de l'emporter, Elisabeth ? C'est une des villes si nombreuses dans ces municipales où la droite est divisée face au Rassemblement national, la gauche aussi, mais principalement la droite. Votre reportage était très complet avec la maire sortante, plus un sénateur LR qui, lui, est soutenu par l'ancien maire Hubert Falco. Et puis, en face, vous avez donc Laure Lavalette, qui veut faire oublier le passage compliqué politiquement de Jean-Marie Le Chevalier, qui avait apporté cette ville de 100 000 habitants. C'était un coup de tonnerre en 1995. Donc, pas d'étiquette RN sur ces affiches pour faire oublier le FN et pour rassembler. Donc oui, les ambitions, ce serait une énorme déception pour Laure Lavalette et le Rassemblement national de ne pas décrocher cette ville. Maintenant, on verra comment se comportent les électeurs face à cette perspective. Dans les sondages, elle est plutôt favorite pour l'instant. Et c'est à Toulon que
le 22 mars au soir, on va mesurer le succès ou non du RN, Yves? Non, parce que c'est toujours pareil. Chaque élection municipale a sa propre justification, ses propres explications. Bon, c'est vrai que s'ils arrivent à décocher plusieurs grandes villes, on dira qu'il y a une poussée du Rassemblement national. On dira même que c'est annonciateur peut-être de ce qui va se passer l'année prochaine pour la présidentielle. On verra. Mais chaque ville a son équation, je dirais. Hein. Mais c'est vrai que dans le midi de la France, tout le pourtour méditerranéen, il y a des chances qu'il y ait beaucoup de villes qui passent au Rassemblement national. Hein. Si on suit les sondages, si on regarde les sondages, si on regarde un peu le moral de la France du Sud, on s'aperçoit qu'il y a énormément de villes qui pourraient basculer. C'est l'enjeu du RN pour ces élections, réussir son implantation locale? Ça peut marcher sur Paris? Oui, ça fait quand même 40 ans qu'ils cherchent cette implantation locale. Ça fait 40 ans que elle est quand même très poussive et ils sont pas localement très implantés. Aujourd'hui, ils ne détiennent qu'une ville de plus de 100 000 habitants, c'est Perpignan, qu'ils risquent d'ailleurs au passage de perdre. Parce que c'est Louis Alliot. Louis Alliot, il est dépendant d'une décision judiciaire, donc il pourrait avoir un adjoint qui reprenne la suite s'il est élu, mais par le conseil municipal. Mais non, ça fait très longtemps que le Rassemblement national cherche à s'implanter. Mais il est aussi, juste on le précise, dans le procès des assistants parlementaires européens présumés fictifs du FN. Hein. Voilà. Et, il souffre de ces divisions, le Rassemblement national aussi, parce que localement, parfois, il y a beaucoup de tirages entre plusieurs candidats. Et puis, deuxièmement, il y a ce qu'on appelait le Front républicain, qui a fonctionné jusqu'à présent. On va voir si ça continue. Oui, pour ça. Juste sur Toulon, c'est vrai que la ville s'est déjà donnée au FN, donc on pourrait se dire c'est une répétition. Mais si jamais ça bascule, ce sera quand même très important parce que Laure Lavalette, porte-parole du RN, elle est vraiment l'incarnation de ce nouveau parti présidé par Jordan Bardella. Et si elle gagne cette ville de plus de 100 000 habitants, ça sera considérable quand même comme gain pour... Ouais, et vous le disiez, hein, effectivement, en 95, Toulon avait déjà été FN, hein, c'était Jean-Marie Le Chevalier. Est-ce qu'aujourd'hui, les choses sont différentes? Est-ce que c'est un avantage ou un boulet pour Laure Lavalette, ce mandat de Jean-Marie Le Chevalier? Vous le rappeliez, elle n'aimait pas du tout l'étiquette RN. Parce que c'est un peu un boulet quand même, oui, parce que vous l'avez entendu d'ailleurs dans le reportage, il y a des électeurs qui disent on a déjà donné. Ils disent toujours au Rassemblement national, essayez-nous, vous ne l'avez jamais essayé. Là, ça a été essayé. Ça a été une catastrophe. Effectivement, financièrement, la ville est sortie exsangue avec des accusations de corruption pour Jean-Marie Le Chevalier. Donc, eux, ils ont essayé, eux, ils ont payé pour voir. Et Laure Lavalette, elle doit faire oublier cette expérience malheureuse et se revendiquer justement d'un néo-FN qui n'a plus rien à voir avec les pratiques antérieures. Donc, pas d'étiquette. Le rassemblement avec des gens des colistiers qui sont RN mais d'autres qui ne le sont pas, ça lui permet d'attirer des personnalités aussi locales. C'est tout son pari. Et elle dit même, moi je ne serai pas ministre, je veux m'occuper de ma ville à 100%. Vraiment c'est le local qui m'intéresse avec des thèmes qui sont pour le coup assez communs partout, c'est-à-dire sécurité évidemment, en premier lieu. Avec une sociologie électorale différente entre 1995 et aujourd'hui? Nécessairement, parce qu'en 1995, on avait un électorat qui était encore imprégné de ce qui s'était passé 30 ans avant, c'est-à-dire il y a énormément, c'est une ville qui était très occupée par beaucoup de pieds noirs, une sociologie qui a évidemment beaucoup évolué. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans les mêmes conditions. Et puis, l'électorat du Rassemblement national a beaucoup évolué aussi. Hein. C'est un électorat qui était un électorat à l'époque vindicatif, contestataire. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, cet électorat, il subsiste, mais il n'est pas unique. Hein. C'est beaucoup plus composite et il y a des gens qui font confiance au Rassemblement national sans être dans la contestation. Et c'est ça qui a changé, c'est qu'il y a eu il est beaucoup plus dans le arc républicain qu'il ne l'était par le passé, quoi.
L'actualité de ce week-end marquée par l'agression mortelle de Quentin, ce jeune de 23 ans agressé à Lyon qui est décédé après des affrontements entre son collectif identitaire Némésis et des militants d'extrême gauche, ce qui a suscité de nombreuses réactions politiques. Elles sont résumées par Gaspard Bunel. Au lendemain de la mort de Quentin à Lyon, l'ensemble de la classe politique dénonce le déferlement de violence à l'origine du drame, à commencer par le gouvernement. Gérald Darmanin pointe du doigt les mouvements d'ultra-gauche et la responsabilité de la France insoumise. Je pense qu'il y a une complaisance de la France insoumise, de partis extrêmes en général, pour la violence politique et de faire semblant de ne pas voir que les mots tuent. Pendant longtemps, on a entendu, par exemple, la France insoumise évoquer que la police tuait. On voit bien que là, c'est l'ultra-gauche qui, manifestement, a tué. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, appelle le parti de Jean-Luc Mélenchon à la modération. Quand les mots dépassent la normalité, et quand il y a une forme de radicalité, ça peut évidemment conduire à être traduit par des violences dans la rue. Hier soir, quelques 300 personnes se sont réunies place de la Sorbonne à Paris pour rendre hommage à la victime. Au premier rang, plusieurs figures de l'extrême droite dénoncent même la culpabilité directe de la France insoumise. L'extrême gauche française et en particulier LFI a du sang sur les mains. Voilà. Et je pèse mes mots, puisque de fait, l'état-major de LFI depuis des semaines et des mois défend systématiquement, publiquement, la Jeune Garde, qui est l'un des mouvements antifa manifestement en cause dans cette agression immonde, s'affiche à leur côté, lutte contre leur dissolution. Au centre de toutes les critiques, les élus LFI se défendent de toute implication. Vous avez aujourd'hui une partie du spectre politique sur la base d'accusations mensongères visant à impliquer la France insoumise dans ce drame, qui cherche à faire dégénérer la situation et à transformer le débat politique de notre pays dans une forme de guerre civile. Et moi, je dis à tout le monde qu'il faut faire preuve du sang-froid le plus absolu pour ne jamais accepter de tomber dans ce climat de guerre civile que l'extrême droite veut importer dans ce pays. Depuis la mort de Quentin, les permanences des candidats LFI aux élections municipales ont été dégradées, comme à Lille, Rouen ou encore Bordeaux. Et la France insoumise pointée du doigt, cette dernière déclaration, c'est celle de la porte-parole du gouvernement. Ce matin, Maud Bréjon, LFI a une responsabilité morale, dit-elle ce matin, dans le climat de violence. Est-ce que ce meurtre du jeune Quentin, finalement, s'est transformé en un affrontement politique, Elisabeth ? Très clairement. L'extrême droite est trop contente de passer le gris-gris de la violence politique à l'extrême gauche. Il se trouve qu'il y a un contexte lyonnais très particulier parce que précisément il y a une tradition de droite extrême très vive dans cette ville. Et puis il y a cette organisation fondée par Raphaël Arnaud, qui est un député LFI du Vaucluse, qui avait tenté de s'implanter dans le Rhône et puis qui finalement a trouvé refuge électoralement dans le Vaucluse, qui est un député fiché S, que Jean-Luc Mélenchon avait montré en exemple. Il avait même en tribune suggéré à une foule de militants « enrôlez-vous dans ces mouvements antifa ». Ce sont des mouvements effectivement antifascistes, sauf que si Jeune Garde est impliquée, je dis bien si. Il faut avoir des informations cet après-midi, il faudra écouter le procureur. Mais le groupe d'extrême droite Némésis, qui manifestait devant Sciences Po contre la venue de Rima Hassan, affirme qu'il y avait la présence de membres de Jeune Garde, qui est un groupe qui a été dissous. C'est pas parce qu'il a été dissous que ces militants ont disparu. Si c'est avéré, contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, ça va être un peu compliqué, parce qu'il y a ce cordon ombilical avec Raphaël Arnaud, qui est effectivement, qui constitue à la fois une responsabilité morale, comme dit Maud Bréjon, mais évidemment un peu organique aussi par définition. Donc compliqué, mais il faut attendre les résultats de l'enquête, je pense. Yves. Je pense que Jean-Luc Mélenchon a quelques responsabilités, évidemment, parce que je suis désolé, mais la France insoumise appelle régulièrement à la violence. Son vocabulaire est violent, ses attitudes sont violentes, sa posture est violente, et c'est pour ça qu'on en arrive là. C'est qu'ils sont trop contents de mettre le bazar dans le pays. Ils veulent bordéliser le pays. Eh bien, ils le bordélisent, et ça aboutit à ça. Je suis... alors là, vraiment, le Rassemblement... la France Insoumise, autant le Rassemblement National, justement, c'est plutôt adouci, c'est plutôt... alors, c'est pas pour ça que ils sont exempts de tout reproche, mais la France Insoumise, c'est le mouvement aujourd'hui,
et qui est un mouvement d'extrême gauche. On va arrêter aussi ce vocabulaire-là. On reprend la liste de tous leurs comportements politiques. Ce sont des comportements, je suis désolé, qui ne sont pas des comportements toujours très républicains. Ouais. Mais Jean-Luc Mélenchon aura beau jeu de dire que LFI, en tant que tel, n'est pas impliqué. Parce que, effectivement, le service d'ordre de LFI, qui protégeait Rima Hassan qui d'ailleurs demandait ou bénéficiait de la protection de jeunes gardes pour certains déplacements. Mais voilà, c'est ce qu'il va dire. Il va crier au scandale en disant LFI n'est pas impliqué. On n'y croit pas 2 secondes. Eh bien, ce sera vrai factuellement, puisque LFI n'a pas participé. Après, vous allez au-delà. On attend les résultats de l'enquête. Non, mais d'accord, mais je veux dire, mais si on était dans le cas contraire, ça fait bien longtemps que ça serait réglé. C'est-à-dire que si on était avec des militants d'extrême droite, ça fait longtemps que ça... on va pas rappeler le cas de Clément Méric, quand même. Ça a été réglé d'une minute à l'autre. Donc là, je suis désolé, il y a un climat dans ce pays qui est un climat qui est malsain, qui est entretenu, il suffit de regarder l'Assemblée nationale, qui est entretenu à dessein par... il le dit en plus, c'est sa stratégie. Bruit et fureur, revendiqué. Exactement. Exactement. Et Elisabeth le rappelait, on va attendre la conférence de presse du procureur. Ce sera cet après-midi pour en savoir plus sur l'enquête et sur ce qui s'est passé. Alors il n'y a pas que la droite et l'extrême droite qui attaquent la France insoumise. Raphaël Glucksmann, ce matin, le député européen Place Publique, l'accuse de brutaliser le débat. On l'écoute, il était sur RTL. La responsabilité politique de toutes ces violences, c'est la brutalisation en permanence du débat public. Clairement, la France insoumise brutalise le débat public depuis des semaines et des semaines et des mois. Vous savez, vous ne pouvez pas en permanence utiliser des mots d'une violence extrême sans penser que ces mots se traduiront en actes. La division aussi à gauche. Il a raison. Ce qu'il dit, il suffit d'observer et on aboutit à ce... Alors, effectivement, on ne peut pas dire que la France insoumise, c'est elle qui tient, qui hier ou avant-hier a commis ces actes, mais elle entretient ce climat qui est un climat détestable, délétère et qu'il faut absolument arrêter. Les Jeunes Gardes, qui a été dissous donc en mai dernier par Bruno Retailleau, encore il y a quelques jours, le 11 février, sur son site, LFI demandait l'annulation de cette dissolution. Si Jeunes Gardes, si cet après-midi le procureur dit il y a des membres de Jeunes Gardes dissous, il y a des membres de Jeunes Gardes qui étaient sur les lieux, qui ont peut-être même participé à l'attaque, mais c'est différent d'être présent pour protester contre Némésis, et puis bastonner à mort le jeune Quentin. Mais si jamais ils étaient déjà là, ils ont participé, c'est difficile pour LFI de dire main blanche, parce qu'encore une fois, le lien, c'est Raphaël Arnaud, député LFI. Et je voudrais juste dire, parce que quand même cette affaire, c'est pas un fait divers normal. La mort de quelqu'un par la violence, un meurtre, vous disiez, en marge d'une réunion politique, depuis quand c'est pas arrivé ? Je veux dire, Clément Méric, ça n'était pas ça, c'était 2 groupes qui s'opposaient au HAL. Mais il y a eu des morts en marge de manifestations, mais d'une réunion politique dans une université, pardon, je ne sais pas si ça a déjà existé, donc c'est très très grave ce qui s'est passé. Et honnêtement, il va falloir effectivement suivre l'enquête de très près, et ça peut avoir des incidences politiques. Ouais, d'autant que Jean-Luc Mélenchon se retrouve donc sous pression politique à 1 mois des municipales. Il est grand temps. Ça peut avoir des conséquences ? On verra, je ne sais pas, mais il est grand temps que ce climat soit dissipé. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait... faut changer de ton. Dissiper, ça veut dire quoi ? Il faut changer de ton. On peut avoir des différents politiques, on peut avoir une vision de la France qui est très différente de celle qui est défendue par d'autres, mais ce climat de violence... En plus, teinté d'antisémitisme qui est détestable. Il faut arrêter de fermer les yeux là-dessus. Cet antisémitisme qui est cultivé sournoisement par la France insoumise, c'est tout à fait détestable. Et ça a faut le dénoncer. Ça a été dénoncé par Emmanuel Macron lui-même à 2 reprises, à l'occasion du plan d'arbres en souvenir de Yann Alamy, et hier matin sur Radio J. Ça a été dit très clairement, et c'était un très bon discours.
Allez, on va terminer par l'histoire du jour. Alors, c'est pas une belle histoire, c'est une histoire qui se termine mal. On a beaucoup parlé des lunettes Top Gun d'Emmanuel Macron qui étaient fabriquées à Lons-le-Saunier, qui ont donné un coup de pub à l'entreprise Henri Julien. Mais malheureusement, tous les lunetiers français ne voient pas la vie en rose. En Normandie, le dernier fabricant de lunettes a mis la clé sous la porte et la chute a été brutale pour l'entreprise Solf, fondée en 1966. En 2022 encore, en pleine croissance, elle décrochait une aide de l'État de 250 000 € dans le cadre de France Relance pour étendre son atelier. Elle prévoyait alors d'embaucher. Solf était reconnu pour ses lunettes haut de gamme, les lunettes de créateurs, un marché de niche, reconnaît le directeur de l'entreprise, qui a été rattrapé par la concurrence chinoise avec la liquidation de l'entreprise. Ce sont 50 emplois qui disparaissent, mais ça dépasse l'entreprise. Selon ses dirigeants, c'est un signal d'alarme pour toute la filière lunetière française, des savoir-faire rares qui s'éteignent, une part de notre souveraineté industrielle qui s'effrite. Nous espérons, disent-ils, que cette histoire laissera une trace, celle de l'urgence à protéger, valoriser, pérenniser nos savoir-faire. L'avenir de la lunetterie française dépend de la conscience et de l'action de tous. Voilà, c'est un message effectivement triste, mais à acheter français et à défendre effectivement nos entreprises françaises. Merci beaucoup Yves, merci beaucoup Elisabeth, à la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain. Très bonne journée.